Salut les mecs. Alors aujourd'hui on va plonger dans nos souvenirs lointains en parlant de l'une des séries d'animation les plus emblématiques de mon adolescence, j'ai nommé La Ligue des Justiciers. Je me rappelle encore de ces après-midi passés devant ma télévision, sur France 3, captivé par les aventures de ces héros iconiques. C'était la bonne époque où DC n'était pas encore tout à fait synonyme d'adaptation cinématographique explosée au sol, quoique on avait déjà eu quand même droit à Batman et Robin, enfin bon. Mais c'est vrai que maintenant qu'on a eu les catastrophes industrielles de Suicide Squad, Green Lantern, Justice League, Wonder Woman 1984 et encore très récemment The Flash, avec ses effets spéciaux dignes de la Dreamcast, bah ça fait quand même plaisir de revenir à une époque où Superman, Batman, Flash, Wonder Woman et toute la fine équipe étaient des personnages intéressants, multidimensionnels, avec une certaine profondeur et vivant des aventures bien écrites. Car oui, ce qui rend cette série Justice League sortie en 2001 si spéciale, bah c'est justement sa qualité d'écriture exceptionnelle. Chaque épisode est soigneusement scénarisé et offre une profondeur narrative rare dans l'univers des dessins animés, et cette vidéo sera justement l'occasion pour moi de vous parler de cette série qui m'est si chère. D'ailleurs, devinez qui se cache derrière cette prouesse créative? Eh bien, rien de moins que Paul Dini et Bruce Timm, les génies qui ont déjà offert au monde des chefs-d'œuvre tels que Batman, la série animée de 92, et Superman, la série animée. Donc forcément, on va quand même s'attendre à de sacrées dingueries. Mais bon, étant donné que je pourrais vous parler de chaque épisode de cette série pendant des heures, et pour éviter que tout cela ne dure 150 ans, j'ai décidé de centrer cette vidéo sur seulement 3 épisodes, ce que je considère comme étant les plus marquants, les mieux écrits, et offrant le plus de développement de personnages. Enfin, vous connaissez les bails. Et laissez-moi vous dire que de me limiter à seulement 3 épisodes parmi les nombreuses pépites de la Ligue des Justiciers, ça n'a pas été une tâche facile. Enfin, quand je dis épisode, je veux dire arc, parce que la plupart des intrigues de Justice League s'étalent sur plusieurs épisodes, et donc il est finalement assez rare de voir une histoire commencer et se terminer en un seul épisode, ce qui augure, je pense qu'on sera tous d'accord pour le dire, de la richesse narrative de cette série. Alors préparez-vous à plonger avec moi dans ces 3 épisodes qui, selon moi, incarnent l'excellence de cette série et à découvrir ou à redécouvrir, pourquoi la Ligue des Justiciers est considérée comme le pic absolu des adaptations de l'univers de DC. Mais avant ça, on va tout de même poser la base de cette série, donc sur synopsis, même si je pense que la plupart d'entre vous savent quand même de quoi il s'agit. Donc, rapidement, Justice League est une série animée qui réunit les plus grands super-héros de l'univers d'ici, donc Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Green Lantern, Martian Manhunter et Hawkgirl, qui unissent leurs forces pour former la Ligue des Justiciers. Ensemble, ils luttent contre les menaces qui mettent la Terre et l'humanité en péril, que ce soit face à des super-vilains redoutables, des envahisseurs extraterrestres ou même des forces surnaturelles. Et donc la Justice League se tient prête à défendre la justice et à sauver tout le monde. Bon, je vous rassure tout de suite, derrière cette description à l'apparence classique et cousue de fil blanc, se cache une série, quand même, qui explore les relations complexes entre les membres de la Ligue, leurs origines, leurs pouvoirs et leur détermination à protéger l'humanité envers et contre tout, ainsi que bien d'autres choses dont on aura le temps de discuter au cours de cette vidéo. Ok, alors, maintenant que le principe de la série est établi, on va enfin pouvoir parler de ce que je considère comme étant mes épisodes, que dis-je, mes arcs favoris de Justice League, et justement, on va commencer très fort avec La Croisée des Étoiles. Cela dit, avant d'aller plus loin dans notre vidéo, j'aimerais quand même vous parler de 2-3 petites bricoles qui sont quand même un peu importantes. Déjà, si vous ne le saviez pas encore, je suis également actif sur d'autres plateformes que YouTube, et donc pour rester connecté avec Yaginalyse en dehors de mes vidéos hebdomadaires, vous pouvez me retrouver sur Instagram, TikTok, Twitter, réseaux sur lesquels je poste au moins une fois par jour. Et oui. Il y a également Spotify, où je poste tous les jours mes vidéos en format de podcast. Et pour finir, il y a Patreon. Alors, créer des vidéos demande beaucoup de temps et d'efforts, vous vous en doutez, et pour être honnête, vous pourriez être surpris d'apprendre que je ne reçois pas grand chose de YouTube directement, et encore, c'est un euphémisme. Et c'est là que votre soutien peut tout changer, parce que si vous avez les moyens et l'envie de m'aider à continuer cette aventure qui Yaginalyse, mon Patreon est l'endroit où vous pouvez vraiment faire la différence. En tant que membre Patreon, vous contribuez à soutenir mon travail et à m'aider à relever les défis qui accompagnent la création de contenu de qualité. Et surtout au rythme d'enfer qui est le mien. Évidemment, pour vous remercier de votre soutien, je propose quelques avantages exclusifs, comme l'accès à mon serveur Discord privé, et également un accès en avant-première de mes vidéos, une semaine à l'avance. Donc voilà, vous pourrez voir mes vidéos une semaine à l'avance, avant qu'elles ne sortent sur YouTube, c'est toujours ça de prix. Et pour finir quand même, je tiens à souligner que votre soutien ne passe pas inaperçu, chaque contribution, peu importe la taille, me rapproche un peu plus de mes objectifs créatifs. Si ce n'est pas dans vos moyens, évidemment, ça pose aucun problème, voilà. Le simple fait de regarder mes vidéos est déjà de toute façon une grande source de soutien. Et c'est sur ces mots que l'on va revenir à notre sujet du jour, qui est donc un arc narratif qui couvre les épisodes 24 jusqu'à 26 de la saison 2. Cet ensemble de 3 épisodes est l'un des moments forts de Justice League, offrant une exploration fascinante de la relation entre Green Lantern et Hawkgirl. Bon déjà, et c'est l'un des choix les plus immédiatement notables de la série, il faut noter que notre Green Lantern n'est pas l'habituel
Hal Jordan, que l'on connaît tous, mais bien un autre Green Lantern, nettement moins connu, j'ai nommé John Stewart. Et ce choix, clairement, n'est pas passé inaperçu, car beaucoup de fans ont initialement critiqué le fait d'exclure le très apprécié Hal Jordan, le Green Lantern classique de la Justice League que tout le monde connaît, en faveur de l'illustre inconnu John Stewart. Et ce, pour ce qui apparaissait à l'époque être seulement pour des questions de quotas et de représentation. Et donc, bon, grosso modo, certains disaient que Hal Jordan avait été dégagé en faveur de John seulement pour mettre une minorité dans l'intime. John était initialement considéré par certains fans de la série comme le Renoir de service, entre guillemets, et pour ne rien arranger à l'affaire, John était jusque-là peut-être le personnage le moins intéressant, entre guillemets, de la Ligue. Tout le monde avait son petit gimmick, avec Flash qui était quand même, il faut le dire, le guignol de service, toujours à faire le bouffon, Batman l'intello un peu dark, Wonder Woman pour la touche féminine, Martian Manhunter, la voix de la raison, Superman le leader et Hawkgirl le garçon manqué qui kiffe la bagarre. Et le truc c'est que à côté de cet ensemble de personnages hauts en couleur, donc qui fourmillent de personnalité et de traits de caractère intéressants, eh bien on avait John. Donc John Stewart, qui ne semblait pas particulièrement profond, ni intéressant, pas marrant, ni très causant. Toujours en mode serious business, avec une backstory d'ancien marine assez plan-plan, et ajouté à cela, qu'étant un Green Lantern, le mec peut basiquement créer n'importe quoi avec son imagination à travers son anneau. Sauf que justement, c'est là où ça fait un peu mal, John n'en fait rien. Tout au long des épisodes, John ne fait que balancer des vieux lasers et parfois un bouclier, quand il se sent particulièrement inspiré. Je sais pas, le mec s'est cru dans Space Invader, personne ne comprenait son projet à ce pauvre Green Lantern. Et c'était vraiment, en tout cas selon moi, un choix conscient des scénaristes de rendre John le plus basique possible, car on voit que lorsque les autres Green Lantern débarquent, eh bien, ils se montrent, eux, bien plus créatifs dans leur utilisation de leur anneau. Et je parle même pas de Sinestro, qui dégaine des panthères géantes en mode Eldorado, dans le plus grand des calmes. Donc clairement, il y avait anguille sous roche. Et donc, on revient enfin à l'épisode, donc à l'arc narratif, la croisée des étoiles, et laissez-moi vous dire que non seulement cet arc a fait de John Stewart mon Green Lantern préféré, c'est-à-dire que lorsque j'entends le mot Green Lantern, c'est l'image de John qui m'apparaît, pas Hal Jordan, c'est vous dire le délire du truc, mais aussi, John est peut-être devenu mon perso préféré de la série à partir de cet arc. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Ok, alors, grosso modo, pour vous expliquer la croisée des étoiles, l'intrigue de cet arc, eh bien, dans cet arc justement, nos héros font face à une menace extraterrestre d'envergure, les Thanagariens. Ces êtres venus d'une lointaine planète décident d'envahir la Terre, suscitant donc forcément une série de conflits et de dilemmes moraux pour nos justiciers, car vous l'aurez compris, Hawkgirl, membre de la Justice League, est une Thanagarienne elle-même et se révèle être en fait, eh bien, une espionne pour le compte de la planète Thanagar depuis le tout début de la série. Elle était là juste pour espionner la Justice League. Voilà, en vue d'une invasion future de son peuple. Voilà, tu parles d'un twist. C'était invincible 20 ans avant, le délire. Omniman en PLS. Et donc, on en vient justement à ce qui rend cet arc si captivant. C'est quand même la dynamique complexe entre Green Lantern et Hawkgirl, donc John Stewart et Shayera. Dès le début de la série, on peut sentir une certaine tension entre ces deux-là, et bon, ils commencent même finalement à sortir ensemble. Mais la croisée des étoiles plonge au cœur de leur relation et explore les émotions qui les animent. Déjà, concernant Hawkgirl, elle est dans une position pour le moins difficile, car elle est confrontée au choix entre sa loyauté envers son peuple et son amour envers Green Lantern, donc John Stewart. D'autant que le problème est finalement assez complexe éthiquement parlant, car les Thanagariens n'envahissent pas la Terre juste par volonté d'expansion, mais bien pour sauver leur propre peuple, en remportant une guerre contre des aliens lézards pas très sympathiques, qu'on appelle les Gordaniens, pour ceux que ça intéresse. Et même si le coût de cette victoire sera bien lourd, la planète Terre et la vie de tous ses habitants, c'est vrai que c'est assez lourd, eh bien, cette victoire permettra quand même au peuple thanagarien de ne pas tout simplement crever. Donc forcément, on comprend la complexité de la position dans laquelle Hawkgirl se retrouve. Ce n'est clairement pas juste une histoire manichéenne de bien contre le mal. C'est soit la survie de sa planète natale, soit celle de la Terre. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. On voit John Stewart, jusque-là personnage assez fat, comme on l'a déjà dit, justement obligé de sortir de ses retranchements, de cesser de rester un personnage basique entre guillemets, devenant ainsi un personnage tridimensionnel. Lui qui n'était capable jusque-là que de donner des ordres et d'en recevoir en mode Marine, on le voit quand même passer par tellement d'émotions, comme la jalousie par exemple. Oui, forcément. Lorsqu'il découvre que Hawkgirl est la fiancée de Ro-Talak qui est donc le général en chef de l'armée thanagarienne, donc déjà il y a ça, tu m'étonnes qu'il a un peu le seum. Il y a également la trahison, comme lorsqu'il comprend que Hawkgirl les a tous manipulés depuis le premier jour et que les sentiments qu'elle a affichés pour lui ont peut-être été feints. Il y a, bien sûr, il faut le dire, la rage, la haine, notamment lors du combat final entre lui et Ro-Talak, et c'est clairement l'un des combats les plus violents de la série, car cette fois, John ne se bat pas juste contre un méchant générique pour protéger la Terre de manière détachée, non. Là, c'est un ennemi personnel. On sent la haine viscérale, teintée de jalousie, que les deux adversaires ressentent l'un pour l'autre. Chaque coup qu'ils s'échangent font vibrer l'écran tellement ils ont le seum du démon. Et on voit même John commencer à être plus imaginatif avec son anneau, en créant des armes médiévales comme une hache. Je veux dire, cet arc a vraiment révélé John Stewart, c'est un truc de fou. Et surtout, pour en finir avec tous les sentiments par lesquels John passe tout au long de cette
3 épisodes, il y a forcément la tristesse, notamment lorsqu'à la fin de l'arc, Augur décide de partir, de s'en aller, de démissionner de la Justice League, laissant un John Stewart complètement dévasté. Voir un personnage que l'on pensait tous être sous-développé et sans nuance, prendre un énorme level up d'écriture comme ça, de nulle part. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Le genre de surprise qu'on aimerait avoir plus souvent. John Stewart est passé de D-tier à S-tier en 3 épisodes. C'est un truc à placer dans le Guinness Book des développements de perso les plus fulgurants ever. Mais la dynamique entre John et Shaira n'est pas la seule raison qui fait que cet arc est extraordinaire. Et non. Déjà, on a rarement vu la Justice League être à ce point dans la merde, vu que les Tanagariens leur bottent le cul, sans forcer, grâce aux infos que leur a filé Augur sur la team, et nos héros se voient carrément obligés de se déguiser pour passer inaperçus dans la populace en mode résistant, afin, d'éviter de se faire attraper par l'armée de Thanagar. Et c'est justement à cette occasion que tous les membres de la Justice League décident de révéler à tous leur identité secrète. Bon, vous me direz que c'est Batman qui force la main à tout le monde en révélant lui-même l'identité de toute la fine équipe, parce qu'il a un QI de 3000. Mais quand même, ça marque vraiment un tournant dans la série, rendant tous les membres d'autant plus attachés les uns aux autres. Et là, c'est clairement plus une relation de collègues de travail, là. Tous les membres de la Justice League sont, à partir de ce moment-là, devenus de véritables frères d'armes. Ajoutez à cela la superbe scène où Batman se sacrifie en mode Armageddon pour flinguer les Tanagariens, et Superman qui débarque à la dernière seconde pour lui sauver la peau. Ces deux-là passent leur temps à se sauver l'un l'autre. On parlera d'ailleurs un peu de leur bromance, entre guillemets. Pas d'inquiétude dans la suite de la vidéo. En fin de compte, La Croisée des Étoiles est un véritable tour de force narratif qui met en lumière la relation complexe entre Green Lantern et Hawkgirl. C'est un arc qui nous plonge au cœur des émotions de ces personnages et qui montre à quel point une simple série animée peut être profonde et captivante. On ressent leur cheminement intérieur et les conflits internes auxquels ils font face, ce qui ajoute une dimension profonde à leur personnage, et Dieu sait à quel point John Stewart en avait besoin de dimension profonde. Et vu qu'on parlait de la relation entre Batman et Superman, je pense que c'est une superbe transition avec le second arc dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, j'ai nommé Deuil, dans lequel il est question de la mort de Superman. Donc Deuil, c'est un arc narratif qui couvre les épisodes 19 et 20 de la saison 2. Ne parlons pas chinois, les 2 épisodes de Deuil sont tout simplement exceptionnels. Voilà. On l'a dit, je l'ai dit, les mots sont donnés, les termes sont placés. Ils explorent de manière poignante l'impact de la perte de Superman sur les autres membres de la Ligue des Justiciers, tout en présentant une évolution fascinante du personnage de Randall Savage, dont on va parler juste après, ne vous inquiétez pas. Alors, le premier épisode de cet arc confronte la Ligue des Justiciers à une tragédie inimaginable, la disparition apparente de Superman, qui se fait vaporiser par Toyman. Enfin, je veux dire, Toyman, quoi. Tu pourrais dire Superman se serait fait buter par Darkseid ou Doomsday. Je t'aurais dit, ok, mais Toyman, c'est vrai que ça la fout un peu mal. Bref, cet événement laisse les membres de la Justice League totalement désemparés, orphelins de leur leader, et les pousse donc à réévaluer leur rôle en tant que défenseurs de la justice. Ce qui rend ces épisodes si remarquables, c'est la manière dont ils explorent les réactions émotionnelles des personnages à la perte de Superman. Chacun des membres de la Ligue est touché d'une manière différente, et cela nous permet d'explorer les facettes les plus vulnérables de ces héros à l'apparence surpuissante. Nous voyons par exemple Batman, d'aptitude stoïque et pragmatique, se retrouver face à un sentiment d'impuissance qui lui est totalement insupportable. Wonder Woman, qui incarne la force et la détermination, se voit confronté à sa propre vulnérabilité et à un sentiment de perte personnelle. Flash, généralement optimiste et enjoué, est profondément touché par la disparition de son mentor, et, faut le dire, de son ami. Même Lex Luthor, là on parle pas du marchand de glace, on parle de Lex Luthor, est sincèrement peiné par la mort de son pire ennemi, ce qu'on constatera dans une scène vraiment émouvante, avec Lois Lane qui lui décolle une claque, lorsque notre ami Lex ose débarquer à l'enterrement de Superman. Et donc l'absence de Clark Kent permet également de mettre en lumière l'importance de son rôle au sein de la Justice League. Il était le symbole de l'espoir et de l'inspiration, et son départ laisse un vide immense dans le cœur de ses camarades. En général, tout le monde se fout de la gueule de Superman avec son slip mis par-dessus son pantalon, mais quand il est plus là, tout le monde se pisse dessus. Superman, c'est le super-héros classique, le boy scout, qui irrite un peu tout le monde parce qu'il est tellement parfait, entre guillemets, et qu'il est parfois difficile de s'identifier à lui, tellement il est parfait, justement. Mais bon, ce n'est que lorsqu'il n'est plus là qu'on se rend compte que sans lui, c'est quand même chaud de dormir sur ses 2 oreilles. D'ailleurs, il est important de souligner que Superman est loin d'être sans défaut dans la série. Il est vraiment présenté comme un vrai humain avec des doutes et des défauts, que l'on peut voir par exemple dans les épisodes avec Darkseid, où le mec veut clairement abattre son Némésis, et ira jusqu'à faire valdinguer Batman d'un coup de main, d'une claque, quand il essaiera de s'interposer. Bref, Superman est très bien écrit, comme on s'y attend pour une série du calibre de Justice League. Et, parallèlement à l'exploration de la perte de Superman, Deuil nous offre une évolution intrigante du personnage de Randall Savage. Alors, je vous la fais courte, Randall Savage est introduit dans la série à la fin de la saison 1, durant l'arc Le règne de Savage, qui est pas incroyable, bon arc mais pas incroyable, dans lequel ce dernier remonte le temps jusqu'en 1939 et gagne la guerre du côté allemand afin de prendre la place de Tonton Adolphe.
évidemment, et d'ainsi régner sur le monde. Donc ouais, clairement, je vous fais pas un dessin. Savage était jusque-là dépeint comme l'archétype du grand méchant bien vilain, rien de bien intéressant à se mettre sous la dent jusque-là, en tout cas narrativement. Mais exactement comme Jon Stewart qui a été révélé avec la Croisée des Étoiles, eh bien, Randall Savage se révèle lui aussi dans Deuil, comme étant un personnage ultra intéressant. Ok, vous l'aurez deviné, cessons de tourner autour du pot, Superman n'est pas mort. Voilà, vous pouvez souffler, vous pouvez soupirer de soulagement. En tout cas, Superman n'est pas mort et a été téléporté dans le futur. Rien que ça, et pas dans n'importe quel futur, non. Dans un futur où, tenez-vous bien, Randall Savage a exterminé toute l'humanité et a carrément éradiqué la totalité des membres de la Justice League qui n'ont rien pu faire sans la présence salvatrice de Superman. Donc voilà, c'est pas terrible. Bon, on est tous d'accord là-dessus. D'ailleurs, Savage précisera que le membre de la Justice League qui lui a posé le plus de soucis, et qui sera le dernier à crever, bah c'est ni Batman, ni Wonder Woman, ni Martian Manhunter, ni Flash, c'est nul autre que Jon Stewart. Une fois encore, faut mettre du respect sur le nom de Jon une bonne fois pour toutes. Bref, Randall Savage, super vilain immortel, habituellement présenté comme un homme sans pitié, montre ici une facette plus complexe. Nous découvrons sa quête de repentir et de rédemption, ainsi que les conséquences de ses actions passées. Après des centaines d'années passées seul sur la planète, Randall s'est enfin rendu compte qu'être méchant, bah c'est pas très gentil, et décide d'aider Superman à retourner dans le passé, afin qu'il puisse l'empêcher de buter tout le monde. Vu qu'on parlait de level up, concernant Jon Stewart, je pense qu'on peut également dire que Savage a bien XP aussi, passant d'un méchant unidimensionnel pas très intéressant à un mec sage et voulant réparer ses conneries. En gros, ces épisodes nous invitent à réfléchir sur la notion de héros et de la façon dont la perte d'un symbole peut influencer la dynamique d'une équipe. Ils abordent des thèmes universels tels que le deuil, la résilience et l'importance de l'espoir dans les moments les plus sombres. Je veux dire, voir Batman refuser la mort de Clark est vraiment touchant, se cramponnant à un petit morceau de la cape de Superman, pour finalement accepter la mort de son ami et faire son deuil. De toute façon, la bromance entre Clark et Bruce est l'une des choses les mieux écrites, on va pas se mentir, de la série. Ils forment un groupe à part dans la team, ces deux-là. C'est la Justice League dans la Justice League. Parfois, on les voit juste s'échanger des regards et ça suffit pour que l'un comprenne ce que l'autre pense. Ils passent leur temps à s'entre-sauver les miches et lorsque Superman part en couille, Batman est souvent le seul à être capable de lui faire entendre raison, et vice-versa. Cela dit, cet arc, bien que lourd de thèmes importants, n'est pas totalement dénué de moments plus légers non plus. On notera, par exemple, la présence de Lobo, ce biker totalement dingo qui débarque pour remplacer Superman, Le mec dépose son CV au calme, genre Superman le plus grand des super-héros meurt, et l'autre se pointe en mode on m'a dit qu'un poste est libéré, donc je suis là. Et le pire, c'est que la Justice League accepte Lobo, enfin plus ou moins. Eh bien, c'est quand même un énorme daron. Quand on pense que Superman a vu son peuple se faire réduire à néant par une météorite, Lobo, lui, il a lui-même exterminé sa propre espèce juste pour rigoler. Le mec à peine vénère, tu sais. Bref, encore un banger que ce deuil, et en plus, Superman se laisse pousser une grosse beubare de RI. Donc, que demande le peuple? Et puisqu'on parle de banger, eh bien, passons au 3e et dernier épisode de cette liste. J'ai nommé Un monde meilleur, arc narratif qui couvre les épisodes 11 et 12 de la saison 2. Voilà, tout simplement. Je pense que vous avez compris, là, que ma saison préférée, c'était la saison 2. Je crois que c'est assez évident. En tout cas, les 2 épisodes de Un monde meilleur, donc A Better World en version originale, sont tout simplement les préférés de la série. Voilà, c'est dit. Ils offrent une exploration fascinante de l'impact de la perte de Flash, et non pas de Superman, sur les autres membres de la Ligue des Justiciers, tout en présentant une évolution sombre et troublante du personnage de Superman. En résumé, la Ligue des Justiciers se retrouve confrontée dans ces épisodes à une réalité alternative, où Superman et les membres de la Justice League ont adopté des méthodes légèrement plus autoritaires pour maintenir la paix. Et pour cause, le monde qu'ils gouvernent est devenu sombre et oppressif. Voilà, on va pas passer par 4 chemins. Il existe de multiples raisons qui rendent ces épisodes si remarquables. Bon, déjà, j'en ai déjà parlé. Il y a la manière dont ils explorent l'impact de la perte de Flash sur les autres membres de la Ligue. L'arc commence d'ailleurs avec un Superman qui pète un câble, qui câble complètement, et qui sombre dans les ténèbres en prenant la décision de faire fondre le crâne de Lex Luthor à coups de laser afin de venger la mort de Flash, justement tué par les agissements de Lex. Flash était d'ailleurs un personnage apprécié de tous, avec son humour et sa jovialité, et donc forcément sa disparition laisse un vide énorme dans le cœur de ses camarades, les poussant à l'extrême, ce qui est totalement compréhensible. Ils se sont pas juste mis en mode 3ème Reich de nulle part. Et autre chose que j'aimerais souligner, c'est la réaction de Batman, lorsqu'il constate le meurtre de Lex par Clark, au tout début de l'épisode, réaction totalement à l'opposé de celle qu'il a dans le comic Injustice, qui est, dans ce comic extrêmement moralisatrice, mais bref, à la limite, et que j'ai toujours trouvé stupide. J'en parle d'ailleurs dans ma vidéo consacrée à Batman, que je vous conseille d'aller visionner si c'est pas déjà le cas. Bref, là, Batman a une réaction totalement compréhensible, et il dit un truc du genre, c'est ce qu'il fallait faire. Ça, c'est mon Batman. Bref, la perte de Flash remet donc en question les valeurs fondamentales de la Ligue des Justiciers, donc on peut voir par exemple Batman, d'habitude méfiant
envers les super-héros et les structures de pouvoir, se trouve en conflit avec Superman, dont les méthodes autoritaires ont transformé le monde en un gigantesque état policier en mode Big Brother. Bon, ces épisodes nous plongent également dans une réflexion profonde sur le pouvoir et la responsabilité des super-héros. Ils mettent en évidence les dangers de l'autoritarisme et de l'abus de pouvoir, tout en questionnant les limites éthiques des actions des super-héros, questions qui seront également explorées au cours de l'arc Cadmus, soit dit en passant, mais on n'aura pas le temps de trop en parler. L'évolution sombre de Superman est particulièrement saisissante, montrant la fragilité de l'humanité même chez les plus puissants. Concernant Batman, il est celui qui s'allie finalement à la Justice League de notre univers pour contrecarrer les plans du Superman dictateur, un peu comme dans Injustice. Mais là encore, c'est mieux écrit. Au début, on voit un Batman totalement convaincu de la nouvelle approche dictatoriale de la Justice League, de sa Justice League, mais les interactions avec notre Bruce le font tout doucement changer d'avis. C'est très bien écrit, notamment la fameuse scène, devenue culte dans la Batmobile, avec El Famoso, « Nos parents seraient fiers de toi ». Voilà. Je m'arrête là, mais en tout cas, c'est une superbe scène. Très belle discussion entre les deux Batman. De plus, cet arc se détache également par la qualité de ses combats. Je veux dire, le duel entre Doomsday et Superman, c'est quand même l'un des combats les plus choquants que j'ai jamais vu. Enfin, quand je dis choquant, c'est juste que je m'y attendais pas du tout. Parce que, comme tout le monde le sait ou presque, Doomsday est toujours synonyme de la mort de Superman. Toujours. Dès qu'on voit Doomsday débarquer, on sait que Superman va crever. Voilà, c'est systématique. Donc, Doomsday se pointe pour la toute première fois de la série, et on se dit, ok, Superman va passer un sale quart d'heure. Sauf que voilà, ce n'est pas notre Superman qui l'affronte. Non, c'est le Superman dictateur, c'est le Superman méchant, entre guillemets. Et le truc qu'il faut savoir avec ce Superman-là, c'est qu'il n'a pas le temps. Voilà, tout simplement, il n'a pas le temps. Écoutez, c'est un homme occupé, c'est tout. Il faut respecter son planning. Voilà, c'est tout. Planning chargé. C'est comme ça, il n'a pas trop le temps à consacrer aux gens. Et donc, alors qu'on pensait être parti pour un long combat épique qui se finira sur la mort sanglante de notre héros Superman, qui n'est plus d'ailleurs vraiment un héros à ce niveau-là, eh bien Clark décide tout simplement d'arrêter les conneries et de juste lobotomiser Doomsday tranquille, dans le plus grand des calmes. Problème réglé, on passe à la suite. D'ailleurs, tu vois Superman aller parler aux journalistes juste après, voilà, il fait une petite interview, au calme. Vraiment, on sent que le mec il est bien, quoi. On sent que le mec il est pas particulièrement concerné, c'est un jour comme les autres, voilà. Limite, gratte-moi le dos. Il s'en bat les couilles. Le mec, il s'en bat les couilles. Doomsday, pas Doomsday, j'en ai rien à foutre. C'est le Makelele de la Justice League. J'en ai rien à battre. Bref, en fin de compte, Un Monde Meilleur est un arc narratif exceptionnel qui explore l'impact de la perte de Flash sur la dynamique de la Ligue des Justiciers, nous confronte à l'évolution sombre de Superman et soulève des questions profondes sur le pouvoir, la responsabilité et l'éthique. Ces épisodes témoignent de la complexité et de la profondeur de la série Justice League, offrant une expérience captivante et réfléchie pour les fans de super-héros que nous sommes. Ou que nous sommes plus tant que ça depuis que Marvel spamme les cinémas de navets. Ok, on va arrêter quand même la vidéo là pour éviter qu'elle soit trop longue. Déjà, elle est très très longue, mais voilà, on va arrêter tout de suite. Mais clairement, j'aurais plein d'autres choses à vous dire. Il y a tellement de moments cultes dans cette série, c'est juste fou. Je veux dire, entre l'arc Cadmus, je sais pas comment vous voulez prononcer ça, qui fait la part belle à ce super-héros qui est Question. D'ailleurs, sa romance avec Huntress c'est super cute, je trouve, c'est très mignon. Sans parler du combat de bâtard entre Superman et Shazam, les épisodes Royal Flush avec le Joker qui fait une télé-réalité, et oui, tranquille, en foutant des bombes à Las Vegas, et puis qui filme la Ligue en train d'essayer de désarmer tout ce bordel. Aquaman, ce métalleux, qui se coupe lui-même sa main en mode guts pour sauver la vie de son gosse. Le discours légendaire de Lex Luthor à Amazo. Toutes les apparitions de Darkseid qui sont tout simplement goldées, enfin voilà, bref, il n'y a que des bangers dans cette série, j'ai juré. Prenez par exemple l'épisode, l'arc narratif, Il était une fois dans le futur, où ça part en dimension parallèle en mode Spider-Verse. Je veux dire, merde. Dans cet arc, on voit notre Batman interagir avec Terry McGuinness, de Batman la relève, mais what? Il y a même le vieux Bruce du futur. Il y a Warhawk aussi, le fils de John Stewart et Hawkgirl. De toutes les manières, dès qu'il s'agit de John Stewart, moi je suis direct hypé, donc forcément. Et on retrouve même Static, avec ses locks blancs, qui a 60 balais, et qui a, il faut le dire, vraiment sacrément beaucoup plus la classe que à l'époque de sa série éponyme. Statique, voilà. D'ailleurs, ce caméo sort tellement nulle part que c'est forcément culte. En plus, la série Statique fait un peu le buzz ces derniers temps sur YouTube, TikTok, enfin surtout sur le YouTube américain, sur TikTok américain. Voilà, près de 20 ans après sa sortie, j'ai pas trop compris pourquoi, mais en tout cas, moi ça me va, moi j'aime bien Statique, moi j'aime bien. Enfin, de toute façon, j'aimais bien F3X à l'époque, pour ceux qui regardaient France 3 à l'époque, voilà. Choc des héros, tout ça, vous connaissez les bails, c'était un truc de ouf, et Statique, en général, était dedans. Bref.
je m'égare. Bref, cet arc, il était une fois dans le futur, voilà, c'est fanservice land, et c'était tout simplement de la balle. Bref, vous l'aurez compris, on ne sait plus où donner de la tête avec tous ces épisodes de dingue, tout le monde a son heure de gloire, personne n'est laissé sur le côté, même Flash, qui est pourtant très souvent montré comme le blagueur de l'équipe, le comic relief, le bouffon un peu inoffensif, tellement d'ailleurs que je ne comprenais pas les gens qui me disaient « Waouh, Flash, il est trop puissant !» Alors que moi, bah, non, Flash, pour moi, c'est juste un schlag, parce que à l'époque, je lisais pas les comics. Et oui, je savais pas que Flash c'était un méga daron de ouf. Je savais pas qu'il était complètement pété. Et donc moi je regardais juste les épisodes où il faisait juste le bouffon, voilà, et à la fin c'était Superman qui devait le sauver, donc je me disais, Flash il pue la merde, hein, ou ça se passe comment? Mais bon, voilà, j'ai finalement compris la surpuissance de Flash lorsque j'ai vu l'épisode Uni pour le pire, dans lequel Lex Luthor fusionne avec Brainiac, rien que ça, pour devenir peut-être le super vilain le plus fort de la série. Flash d'ailleurs ne s'y trompe pas, vu qu'il se barre en courant dès qu'il le voit. Et je me dis, bon bah voilà, Flash c'est un schlag, vas-y, enfuis-toi sale bouffon et reviens plus quoi. Sauf qu'en fait, pas du tout. Ce fou s'est juste mis à traverser 50 000 fois la planète à la vitesse de la lumière pour vaporiser ce pauvre Lex Luthor en 14 attosecondes bien tassé. Et croyez-moi qu'après ce jour-là, j'ai plus jamais manqué de respect à Flash. Hein. J'ai compris la leçon, monsieur, ne me faites pas de mal, please. Voilà. Et c'est quand même bien de le rappeler, parce que quand on voit le dernier film Flash, voilà, on a une certaine tendance à pisser sur sa gueule, hein, à ce mec-là. Alors que voilà, juste regardez Uni pour le pire et vous comprenez pourquoi Flash, c'est un des mecs les plus respectés de l'univers Justice League. Voilà. Vous regardez cet épisode et c'est bon, vous avez compris, c'est pas la peine. C'est bon. Voilà, la leçon sera bien comprise. Enfin bref, voilà. Promis, cette fois, j'arrête la vidéo qui est vraiment bien trop longue pour ce que c'est. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi si elle vous a plu. Mettez un like si elle vous a plu. Voilà. Dites-moi s'il y a d'autres épisodes éventuellement que vous aimeriez que je couvre, ou d'autres séries, hein, un peu à la Justice League que vous aimeriez que je couvre. Abonnez-vous pour encourager la chaîne. Prenez soin de vous et à la prochaine.